Allez, je vais pas vous mentir, cette vidéo je la sens super bien. Jeudi après-midi, en décembre, en t-shirt et il fait chaud. Allez, le sujet de la vidéo ça va être quoi ce coup-ci? 500 vidéos YouTube, 500 vidéos balancées sur YouTube. Qu'est-ce que j'ai appris, on va dire, grâce à ces 500 vidéos? Pourquoi est-ce que je m'amuse à faire des vidéos comme ça en traversant les seuils? C'est pas seulement pour me la péter, il y a un peu de ça aussi, mais c'est surtout que c'est un conseil que je donne à toutes les personnes que j'accompagne pour justement leur permettre de réaliser à quel point ils ont fait des progrès, réaliser à quel point ils ont appris des choses, réaliser à quel point ils se sont dépassés. Toutes les personnes que j'accompagne ont le même conseil: note absolument toutes les difficultés que tu traverses, tous les moments de doute, toutes les, on va dire, les interrogations de merde, toutes les fois où tu t'es viandé, où tu as eu envie de laisser tomber, note-les quelque part et note aussi comment tu as réussi à t'en sortir, qu'est-ce que tu as appris, comment ça t'a rendu meilleur. En fait, quand vous faites cet exercice, qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau, il commence à associer le fait que les difficultés égale bénéfice, les difficultés égale je vais grandir. Il ne fait plus comme ce qu'on vous a appris à l'école, qui est que les difficultés égale à éviter absolument, ce sont des problèmes. Quand vous comprenez que vos problèmes sont en fait des tremplins pour avancer, vous les fuyez plus, vous sautez dessus. Et l'un des éléments qui vous permettra, on va dire, de comprendre ça, de faire l'expérience jusqu'à vraiment ressentir jusque dans votre être qu'un problème n'est pas un problème, c'est juste une opportunité pour vous, c'est de noter, c'est de vous en souvenir. Et vous allez vous rendre compte que le cerveau est extrêmement nul à chier pour se souvenir des choses. Par exemple, vous allez faire plein de trucs dans la semaine, vous arrivez dimanche soir, je vous mets au défi de me raconter ne serait-ce que la moitié de ce que vous avez vécu. Vous allez m'en donner 1, 2, 3, 4, allez 5, pas plus. Et là, du coup, c'est vraiment, on va dire, c'est vraiment notre cerveau qui va fonctionner contre nous, parce qu'on va se souvenir de ces années et de ces années de conditionnement à croire que les problèmes sont quelque chose de négatif. Et quand enfin on va avoir la preuve du contraire, on va se souvenir de une, deux, trois, deux, trois exceptions. À l'inverse, vous commencez à tout noter, vous vous rendez compte d'une chose, tout ce que vous notez, tout ce qui est intéressant, ce sont vos problèmes. Si je vous fais un film et que dans ce film, il n'y a aucun problème, vous allez vous faire chier, mais à une vitesse, vous imaginez même pas. Pareil pour un roman, pareil pour un, on va dire, un thriller, je ne sais quoi encore. Alors c'est un thriller ou c'est un roman policier où le tueur est tellement nul qu'il se fait choper. Voilà, c'est la fin du livre. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de merde? Qu'est-ce que je viens de lire? Ben là, c'est le même délire. Quand vous allez avoir votre vie, vous allez vous rendre compte que ce sont les difficultés qui vont donner un peu de piment, qui vont faire en sorte que vous pourrez vous exprimer, parce que la façon dont vous allez régler vos problèmes, c'est ça aussi qui vous permettra, on va dire, de bâtir votre vie, plutôt que d'avoir la vie d'un autre. Donc, notez toute votre aventure, notez toutes les difficultés que vous traversez, pour un jour peut-être faire une vidéo de ce genre-là, si ce n'est pas pour les autres, au moins pour vous-même. C'est ce que je conseille aussi à, on va dire, aux gens qui, par exemple, apprennent le montage vidéo, dire, oh tiens, au lieu de noter ça, au lieu de noter ça dans juste un journal, fais-le et en plus, fais une vidéo que tu ferais dans le futur à propos de, on va dire, ce thème particulier. Imagine la vidéo que tu ferais, note-la maintenant, comme ça quand tu seras 5 ans dans le futur, tu pourras revenir sur ton carnet et juste faire les vidéos que tu as, on va dire, esquissées. Qu'est-ce que je retire de mon aventure? Qu'est-ce que je retire de, on va dire, ces 500 vidéos après m'être lancé sur YouTube? Plus précisément, 506 vidéos. Je compte des shorts, évidemment, qui sont en masse, parce que j'en fais à peu près 5 shorts pour une vidéo longue. Et je compte aussi mes diffusions en direct, mes lives. Qu'est-ce que je compte là, qu'est-ce que j'apprends là-dessus? C'est que j'aurais jamais pensé pouvoir en faire 500. Encore moins en 4 mois. Pourquoi j'aurais jamais pensé pouvoir le faire? Parce que c'était quelque chose que je détestais faire, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire, c'est quelque chose que, à chaque fois que j'y pensais, je ne comprenais pas tout de suite, mais mon attention était tout le temps sur les problèmes, sur ce que je n'arrivais pas à faire, sur le fait que je n'arrivais pas à m'exprimer, le fait que je ne voulais pas faire comme tout le monde, et que je ne voulais pas en fait rentrer dans une case. Quand j'ai commencé à comprendre ça, je me suis dit en fait, ce qu'il faut que je fasse, il faut que j'arrête d'être dans un studio. Parce que si je me mets dans un studio, immédiatement, je viens limiter mon nombre de choix. Et là, je me dis, j'ai une super idée, je vais faire ça en extérieur. Après tout, j'ai le décor qui me le permet, j'ai un beau paysage, je ne suis pas coincé dans une ville, coincé dans les terres, et je peux me permettre en fait de me balader autant que je veux. Mieux que ça encore, j'ai une situation aujourd'hui qui me permet de faire une vidéo en plein jeudi après-midi, je ne suis pas coincé au bureau. Donc voilà ce que je voulais faire en fait, je voulais casser un petit peu, on va dire, ces chaînes que j'avais, et si je casse on va dire, dès le départ l'élément principal qui va me brider, tout de suite ça va me permettre de faire ce que j'ai à faire. Donc j'aurais jamais cru pouvoir jamais cru pouvoir faire autant de vidéos. Et comment est-ce que j'ai réussi à le faire? Déjà, surtout pas en imaginant que j'allais faire 500 vidéos dès le départ. Pourquoi? Parce que quand vous voyez quelque chose dans son ensemble comme ça, quand vous voyez un projet qui est immense et qui vous paraît, on va dire, insurmontable, vous allez être dépité tout de suite, vous allez être démotivé tout de suite, vous allez saper votre combativité immédiatement.
C'est ce qui se passe avec les gens qui voient leur projet ambitieux de vivre de leur passion, je ne sais quoi encore. Ils le voient en entier et ils n'arrivent même pas à commencer. Ils n'arrivent même pas à commencer parce qu'ils ont la vue globale. Dès qu'ils vont faire un pas en plus, ils vont se rendre compte que le pas est tellement ridicule que ça va les saouler, ça va les démotiver. À l'inverse, ce que vous devez faire, c'est comprendre que le cerveau, il est capable de mesurer votre progression uniquement concrètement. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est par les sens. Si vous arrivez à le visualiser, si vous arrivez à le voir, si vous arrivez à l'estimer à vue d'œil, si vous arrivez à le toucher, si vous arrivez à le sentir, si vous arrivez à le goûter, peu importe ce que ça veut dire, alors le cerveau arrivera à l'encaisser. Par contre, dès que vous commencez à utiliser une échelle qu'il n'arrive plus à entrevoir, c'est très difficile pour lui de saisir, on va dire, la quantité de travail qui sera à fournir. Par exemple, si je vous dis, tiens, imaginez 160 stades de foot mis bout à bout. Vous arrivez à le faire? Pas moi. J'ai aucune idée de quelle distance ça fait. Imaginez une pièce. Il y a 2 personnes dedans. Vous arrivez à l'imaginer? Ouais, plutôt simple. Imaginez la même pièce, 4 personnes. Vous arrivez encore à l'imaginer? Je pense aussi. Imaginez une pièce avec 80 personnes dedans. Là, vous voyez, ça commence à être un peu brouillon. Les gens commencent à se chevaucher, on voit plus trop, on va dire, de détails, on voit juste des silhouettes vaguement qui se superposent les unes aux autres. Mais on n'arrive pas à voir en fait une telle quantité d'informations, une telle quantité de personnes, même dans un environnement aussi simple qu'une pièce. C'est le même délire ici. Comment est-ce que vous allez du coup utiliser ça à votre avantage? Au lieu de compter combien de vidéos il me faut pour avoir les 500, comptez juste combien de vidéos vous devez faire aujourd'hui. Si vous devez en faire une par jour, en effet, ça va faire 500 jours. Vous imaginez bien que si vous avez 500 jours dans la tête, vous aurez envie de vous flinguer. À l'inverse, si vous dites juste, tout ce que j'ai à faire, c'est une vidéo par jour. Vous allez être tellement focalisé sur la vidéo journalière que quand vous allez la faire, vous allez être fier de vous. Parce que de la même façon dans cette pièce, vous imaginez une personne. C'est bon, j'ai ramené une personne dans cette pièce. J'ai fait une vidéo aujourd'hui. Mission accomplie. Quand vous faites ça en boucle, vous allez utiliser un deuxième élément, c'est que vous allez arrêter de vous demander où est-ce que vous en êtes. J'ai appris ça en fait d'un mec qui, je sais plus c'était quoi son boulot, mais pour moi c'était un alpiniste. En gros, il s'amusait à gravir des sommets. Vous savez, l'Everest, etc. Et il me racontait en fait une histoire où il a failli y passer. Il était en train on va dire, de faire son ascension. Et d'un seul coup, il y a une putain de tempête qui arrive. Et plus de visibilité, plus rien. Du coup, à un moment, il y a un mec qui dit, c'est pas grave, on continue quand même, ça aurait pu être très loin. Sauf que, vu qu'ils n'avaient pas assez d'expérience, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à se perdre. Heureusement pour eux, ils avaient mis quelques repères tout au long du chemin, ce qui fait qu'ils pouvaient revenir en arrière. Sauf qu'il y a un problème, ça faisait tellement longtemps qu'ils marchaient, que quand quelqu'un a dit, il faut qu'on revienne en arrière, parce que là, on est en train de faire n'importe quoi, on va y passer, les gens se sont dit, ouais, mais je suis pas sûr d'avoir la force de revenir en arrière. Ça fait tellement longtemps qu'on a marché, ça fait tellement longtemps qu'on y allait, je suis pas sûr d'y arriver. Et là, en fait, il y a deux groupes qui se sont créés. Ceux qui voulaient effectivement revenir en arrière et ceux qui préféraient rester sur place et attendre d'y voir plus clair. Ce qui s'est passé rapidement, c'est que ceux qui sont restés sur place sont tous morts. Ceux qui ont décidé de repartir en arrière, il y en a la moitié qui ont réussi, et lui, justement, il fait partie de ceux qui sont réussi à revenir indemnes. Et il me disait, en fait, la méthode, elle était extrêmement simple pour revenir et avoir la force de revenir alors qu'on était complètement à plat. Je me souviens pas du tout de ce que j'ai traversé, parce que de toute façon, je voyais qu'un brouillard blanc. Je me souviens juste que je me disais une chose en permanence. Pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. C'est ce qu'il se disait, en fait, juste pour marcher. Pied gauche, pied droit, jusqu'à ce qu'il arrive. Et en fait, je me suis dit, je vais faire la même chose. Parce que si ça a marché pour un mec qui a failli claquer dans des conditions horribles, ça marchera pour un trou du cul comme moi qui a le soleil, qui est dans le confort absolu, et qui doit juste faire 500 vidéos, et qui pense que c'est le bout du monde, alors qu'en fait, c'est même pas compliqué. C'est long, mais c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé tous les jours alors? Je me disais, pied gauche, pied droit, 5 shorts, une vidéo longue. 5 shorts, une vidéo longue. 5 shorts, une vidéo longue. Et j'ai arrêté en fait de me demander quand est-ce que j'arrivais. Et pourquoi est-ce qu'il fallait surtout pas se demander? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il pensait à merde, combien de temps encore? Ça le désespérait. Ceux qui n'ont pas réussi à revenir, justement, qui ont lâché au bout d'un moment, c'est ce qu'ils faisaient. Au bout d'une heure de marche, ils se disaient putain, mais on en a encore pour combien de temps? Ils commençaient à réfléchir, ils commençaient à comprendre qu'ils voyaient absolument rien. Ils disaient putain, il va me falloir au moins 2 ou 3 heures. À la seconde où ils se disaient ça, plus d'énergie. Plus d'énergie, ils se sont arrêtés, ils sont morts. Donc moi, qu'est-ce que je me disais tous les jours? J'en ai rien à foutre de combien je suis. J'en ai rien à foutre. Je continue, je continue, je continue, je continue. Un jour, j'ai eu les 1000 abonnés. Cool. Le jour où j'ai eu les 1000 abonnés, j'ai regardé aussi les vidéos. J'ai dit tiens, je suis plus très loin. Et en fait, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que j'ai fait plus que la moitié. Et là, j'ai utilisé une deuxième méthode, c'est que votre cerveau, encore une fois, il est capable uniquement d'estimer
de visualiser, de saisir des échelles qui sont assez petites. Une moitié et une deuxième moitié, ça, il sait faire. Donc moi, j'étais un peu plus de la moitié. Du coup, je me suis dit quoi? Cool, je fais exactement ce que j'ai fait là et j'ai gagné. Et ça, le cerveau, il aime bien. Parce que ça, c'est facile à mesurer. C'est ce que vous faites aussi quand vous faites vos séances de sport, vos répétitions. Vous n'allez pas vous dire, OK, encore 45 minutes. Non, vous êtes juste focalisé sur, OK, il m'en reste 5 à faire de celui-là. Ensuite, on verra. Vous faites vos 5, c'est bon, je suis content de l'avoir fait, je suis content d'avoir réussi. Maintenant que j'ai réussi à le faire, je vais me reposer un peu. Allez, maintenant j'enchaîne. Et en fait, vous regardez juste ce qu'il y a à faire devant vous jusqu'à ce que vous ayez fait vos séries en entière. C'est le même principe. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand vous avez quelque chose de difficile à faire devant vous, arrêtez d'inventer des trucs bizarroïdes, arrêtez d'improviser, utilisez ce qui marche déjà. Utilisez ce que vous faites déjà et qui a déjà marché dans le passé. En fait, ce qui m'a permis de réussir, c'est pas ma volonté, c'est pas la discipline, c'est pas, on va dire, le fait que je sois trop fort ou que je sois, on va dire, incroyablement intelligent. Non, tout ça, ça aide, certes, mais c'est tout à fait faux. Mais en plus, ce qui m'a aidé, c'est un système. Et quand vous avez un système qui marche pour n'importe quel singe, bizarrement, quand vous allez l'utiliser, il marchera pour vous aussi. Et en fait, c'est ça que je veux que vous compreniez, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un surhumain. Très souvent, les gens, quand ils se lancent dans un objectif ambitieux, ils se disent qu'ils doivent prouver quelque chose. Effectivement, c'est intéressant pour vous de, on va dire, démolir vos limites. Mais jamais dans le but juste de les démolir. Le but, ce sera toujours de, tiens, étant donné la personne que je vais être dans le futur, qu'est-ce qu'elle doit être capable de faire? Et là, du coup, ça a du sens de démolir ses limites. Mais certaines personnes oublient le sens, oublient de pourquoi ils doivent le faire, et se mettent à démolir des limites qui n'ont aucun sens. Par exemple, j'avais un type qui se disait, bah, tiens, moi, en fait, je m'entraînais à travailler toute la nuit. Et du coup, dans ma tête, je me dis, pourquoi tu veux faire ça? Bah, en fait, je me dis que si je peux travailler énormément, ça sera utile pour la suite. Oui, je suis d'accord, mais il y a travailler énormément, il y a travailler intelligemment aussi. C'est-à-dire que le futur toi, est-ce que tu penses que ça s'amuse à faire des nuits blanches à travailler juste pour le plaisir? Bah non. Pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas? Bah, parce qu'il n'est pas con. Il sait qu'il a besoin de repos, il sait que quand il est reposé et que quand justement il a bien dormi, il est nettement plus efficace. Ouais, c'est ça qu'il va faire plutôt. Et les gens en fait se mettent juste à dépasser des limites pour dépasser des limites. Et à ce moment-là, ils n'ont plus le sens de ce qu'ils font. Et qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Ils en auront marre. Donc moi, en fait, qu'est-ce que je me souvenais pendant que j'étais en train de faire tout ça? Il y a eu des moments où c'était difficile, il y a eu des moments où j'avais envie de laisser tomber, il y a eu des moments où j'avais envie de pas tenir, on va dire, mes engagements. C'est même ce que j'ai fait pendant 10 jours entiers. En fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'avais transformé le fun que j'avais, le plaisir que j'avais, je l'avais transformé en boulot classique. Un boulot, je devais faire quelque chose. J'étais obligé de. Autrement dit, j'ai commencé à mettre une pression, un devoir. Et quand vous allez vous mettre un devoir, ça va vous saper le moral, ça va vous enlever toute possibilité de vous faire plaisir. Et évidemment, le système que j'avais avant, c'était j'ai envie de, j'aimerais trop faire, je ne peux pas me retenir de. Vous voyez, quand on se donne l'envie comme ça, c'est beaucoup plus simple de faire les choses. Donc mon système à moi, c'était ça, le plaisir avant tout. Et comment on fait pour invoquer le plaisir? On se rend compte que ce n'est pas les choses en elles-mêmes qui sont intéressantes, qui sont fun, ou qui ne sont pas fun, qui ne sont pas amusantes, c'est le sens que vous allez leur donner. Je voyais des types, en fait, à un moment, faire de la course à pied, et déjà, je trouve ça horrible, dans le sens où, pour moi, c'est très difficile. Et un jour, à Grenoble, enfin, dans la zone grenobloise, je commence à faire une randonnée, et je vois des types courir, mais la pente, elle est violente, quoi. Et les mecs, ils courent tout le long. J'ai même pas fait la moitié du parcours, même pas le tiers du parcours, que je les vois redescendre en courant. Et je me dis, les mecs, c'est des fous. Mais qu'est-ce que je voyais sur leur visage? Est-ce que je voyais de la souffrance? Est-ce que je voyais de la torture? Absolument pas, je voyais du plaisir. Et les mecs, en plus, ils arrivaient à parler entre eux. Je me dis, putain, mais c'est quoi leur condition physique? Et pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Parce que c'était fun. Donc, quelque chose qui est fun pour eux n'était pas du tout fun pour moi. Donc, sur quoi est-ce que eux se focalisaient? Sur le fait de se mettre un défi, sur le fait de se mettre à l'épreuve, sur le fait d'avoir réussi, d'être content et de redescendre victorieux. Moi, je me serais juste focalisé sur quoi? Sur le fait que ce soit horrible et que j'ai envie de mourir à chaque fois que je fais un pas. Donc, qu'est-ce qui va rendre mon aventure fun? C'est là où vous allez mettre votre attention. Moi, je pensais à quoi? Je pensais aux gens que j'allais pouvoir inspirer. Je pensais aux gens que j'aurais pu aider, qui vont peut-être regarder une ou deux vidéos, j'en sais rien, et qui vont pouvoir se sentir mieux et avancer dans leur vie. Je pensais à, on va dire, ce décor magnifique que j'ai tous les jours, et pendant très longtemps, je passais dessus parce que je me disais, ouais, je l'aurai tout le temps ce décor, donc je m'en tape, quoi. Jusqu'au moment où je commence à le voir à l'écran, ce décor. Ces oiseaux aussi, là, qui sont en train de péter un câble, maintenant aussi, je les apprécie. Je les apprécie d'une façon différente. Je les apprécie parce qu'ils gâchent un peu ma vidéo, ou du moins, ils apportent un peu de, on va dire, d'authenticité. Tout ça pour vous dire quoi? Quand vous allez vous lancer dans un objectif ambitieux, ne perdez jamais de vue le plaisir.
Parce qu'à la seconde où vous allez perdre de vue le plaisir, bizarrement, vous n'aurez plus envie de le faire. Bizarrement, vous allez vous trouver des excuses. Bizarrement, tout va devenir très difficile. Bizarrement, vous allez commencer à taper des trucs sur YouTube comme comment faire des choses difficiles. Et là, le mec qui va vous répondre va vous dire des trucs comme, vous savez, les trucs chiants, il faut apprendre à les faire, hein, faut passer outre. Hein. Sauf que tous ces mecs qui vous disent des trucs comme ça, j'en ai jamais vu un seul qui faisait exactement ça. Tous les mecs qui vous disent, moi je suis capable de faire des trucs extrêmement chiants pendant très longtemps, c'est faux. Parce que le mec, pendant qu'il fait son truc chiant, dans sa tête, il n'arrête pas de penser à ça va être utile pour après, ça va être génial pour après, ça va me permettre de partir en vacances, ça va me permettre d'amener toute la famille en vacances, dans des vacances de rêve, etc. Le mec, il n'est pas focalisé sur le truc chiant, comme il vous dit dans la vidéo, pour passer pour un surhomme. Il est focalisé sur les bénéfices qu'il va avoir par la suite. Et ça, en fait, Enfin, c'est une chose de vous le dire, si vous voulez, logiquement, c'en est une autre, pardon, d'en faire l'expérience, de trébucher parfois, de l'oublier, de mettre le devoir à la place, la pression à la place, et ensuite de devoir remettre le fun. Donc je suis content en fait d'avoir fait ces 500 vidéos parce que c'est une chose de dire aux gens, dépassez-vous, faites-vous confiance, faites confiance au process, faites confiance au système que vous mettez en place. C'en est une autre de le faire devant les gens, de montrer que c'est possible, de montrer que j'ai glissé des dizaines, des centaines de fois même le nombre de fois où je fais des lives, je commence par il y a un truc qui n'allait pas cette semaine. Il y a 3 trucs qui n'allaient pas cette semaine. Notamment cette semaine, il y a 3 trucs qui n'allaient pas. Sur 5, c'est quand même beaucoup. Mais je suis toujours là. Je suis toujours en train d'avancer. Parce que le but, ça n'a jamais été de faire un sans faute. Le but, c'est juste de trouver le moyen d'avancer quoi qu'il arrive, et donc d'avancer de mieux en mieux. De tirer des leçons de ses échecs, d'améliorer son système, pour justement se permettre de faire des choses beaucoup plus compliquées, beaucoup plus complexes par la suite. Dernier point, pourquoi je suis content aussi d'avoir fait ça? Parce que la réalité, c'est qu'on veut tous des qualités incroyables, des qualités de champion. Je veux ne jamais laisser tomber. Je veux avoir la capacité de combattre quoi qu'il arrive. Je veux toujours y croire. Je veux avoir une capacité à rebondir, une résilience, une certaine résilience. On veut tous des qualités de fou, des qualités de champion, mais personne ne veut en payer le prix. Comment on fait pour payer le prix d'une qualité qu'on va avoir dans le futur? En se mettant des épreuves dans le présent. Et pour certains, les épreuves sont quelque chose de difficile, quelque chose de négatif, quelque chose de lié à de la souffrance. Mais ce n'est pas la seule façon de le voir. Vous pouvez voir ça comme une souffrance quand vous allez vous focaliser uniquement sur le présent. Moi, à chaque fois que j'étais mis en difficulté et que j'arrivais quand même à faire mes vidéos, mon cerveau, mon attention était uniquement sur le futur. Je me voyais faire un pas en avant à chaque difficulté que j'avais face à moi et que je décidais quand même de continuer. Donc quand moi je relevais les obstacles, on va dire je relevais des défis dans le présent, je ne voyais pas la souffrance, je voyais le fait d'avancer. Je voyais le bénéfice, je voyais les trésors qui m'attendaient. Les personnes qui vont souffrir et qui restent bloquées sur la souffrance ne se focalisent que sur une seule chose, les difficultés qu'ils sont en train de traverser là, maintenant, tout de suite. Pourquoi est-ce que je ne fais pas cette erreur? Parce que cette difficulté que j'ai là, maintenant, tout de suite, elle est éphémère. Elle va disparaître. Elle ne durera pas éternellement. Alors à quoi bon mettre mon attention sur quelque chose qui va disparaître, qui va non seulement disparaître on va dire, de mon expérience, qui ne sera plus difficile, mais qui va même disparaître de ma mémoire? Est-ce que vous arriveriez à me lister toutes les difficultés que vous avez eues dans la vie? Je peux vous assurer que même si vous essayez très très fort, vous allez pouvoir m'en donner peut-être 0,1%. Sur toutes les emmerdes que vous avez eues dans votre vie, vous allez m'en donner 0,1%. Autrement dit, les difficultés que vous allez, on va dire, traverser pour réussir vont littéralement disparaître de votre mémoire, disparaître de la mémoire d'absolument tout le monde, et du coup, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Pourquoi est-ce que vous voulez que je mette mon attention sur un truc qui va disparaître? Pourquoi est-ce que vous voulez que j'accorde autant d'importance à un truc qui ne sera même plus de ce monde? Alors, qu'est-ce que je peux faire à la place? Mettre mon attention sur ce qui compte réellement pour moi, mes rêves, mes ambitions. Parce que ceux-là, ils seront toujours là. Toujours à me donner le nord, la bonne direction, on va dire le bon comportement à adopter pour avancer vers ce qui compte réellement pour moi. Donc, quand vous serez dans une difficulté, quand ce sera difficile, souvenez-vous que cette difficulté ne sera pas éternelle, qu'elle finira par passer et que vous finirez par l'oublier, comme toutes les difficultés que vous avez eues avant. Et certains d'entre vous vont se dire, oui, mais là, la difficulté que j'ai, elle est tellement énorme. C'est ce que vous êtes dit à chaque fois. À chaque fois, vous avez dit que celle-là, c'est celle qui allait vous tuer. À chaque fois, vous avez dit que celle-là, c'est celle qui sera de trop. À chaque fois, vous avez dit que celle-là, après celle-là, il n'y aura plus jamais de problème, vous ne vous lancerez plus jamais dans un truc, on va dire compliqué ou je ne sais quoi encore, et vous êtes quand même là à vous lancer dans des trucs compliqués. Comprenez au bout d'un moment que quand vous utilisez une méthode qui ne marche pas, il faut juste la changer. Pas besoin de se borner. L'autre question qui, on va dire, m'a taraudé l'esprit tout de suite, c'est que quand j'ai regardé les 500 vidéos, j'ai aussi regardé combien d'abonnés j'avais. Vous voyez, pour faire une espèce de rapport, quoi. Et là, en fait, on m'a même posé la question en live, on m'a dit « Waouh, 500 abonnés pour 1300 abonnés, 500 vidéos pour 1300 abonnés,
Ça c'est pas décourageant quand même? Et sur le moment, je me suis dit pareil, je me dis: «Putain, vas-y, ça fait chier, quoi. J'espère que quand je vais avoir 100 000 abonnés, je vais pouvoir devoir faire 50 000 vidéos». Mais en fait, c'est un piège qui est assez classique. Quand vous allez vous lancer dans une aventure qui est similaire aux autres, vous allez inconsciemment ou consciemment vous comparer aux autres. Mais vous n'allez pas vous comparer à n'importe qui. Vous n'allez pas vous comparer aux gens qui sont nuls. Vous allez vous comparer aux meilleurs. Et là, vous sentez les ennuis arriver. Quand vous allez vous comparer aux meilleurs, je vous le dis très clairement, il y a des chaînes sur YouTube. Le mec, il a 15 vidéos. Une vidéo qui fait tous les, je sais pas, tous les 4 mois. Et il a déjà 50 000 abonnés. Et vous savez quoi? Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui, parce que ça veut dire qu'il est possible de faire ça, il est possible de trouver une niche, il est possible de trouver un besoin, il est possible d'être tellement bon dans ce qu'on fait, dans la façon de le faire, etc., que les gens, on va dire, en raffolent, que les gens adorent ça. Et franchement, bravo à ces personnes-là qui arrivent à faire ça, qui arrivent à ce niveau d'expertise. Mais la réalité, c'est que je m'en tape. Je m'en tape parce que je ne suis pas dans la même situation que lui. J'ai pas le même vécu que lui. J'ai pas la même vie que lui. J'ai pas les mêmes idées que lui. En fait, j'ai ma propre niche. J'ai mon propre message que je souhaite porter. YouTube, pour moi, n'est qu'une espèce une espèce de plateforme, une espèce de moyen, de véhicule pour aller d'un point A à un point B. Notamment, ce véhicule, enfin, cet objectif, c'est quoi? Atteindre le plus de monde possible. Des gens qui, on va dire, n'arrivent pas à atteindre l'objectif, souffrent à cause de ça et cherchent des solutions, des vraies solutions. Et quand je commence à faire ça, je me rends compte de quoi? Je me rends compte que sur YouTube, il y a plein de solutions qu'on vous donne, mais c'est des solutions, on va dire, plutôt sexy, quoi. Vous savez, des trucs en 3 étapes qui vous promettent des résultats incroyables. Des, des tricks, des astuces, des trucs pour avoir des résultats extrêmement rapidement et sans trop d'efforts. Et la réalité, c'est que si j'ai réussi dans ce milieu, c'est parce que j'ai fait exactement l'inverse. J'ai fait que des trucs qui demandaient des efforts, j'ai fait que des trucs qui demandaient une certaine difficulté. Non pas parce que j'étais maso, mais parce que j'ai compris que si c'était si difficile à avoir, c'était parce que c'était difficile tout court. C'est pas parce que les gens n'avaient pas une méthode miracle que, on va dire, ils échouaient. C'est juste parce qu'ils n'avaient pas ce qu'il fallait, ils ne réfléchissaient pas de la bonne façon et ils n'étaient pas focalisés sur les bons éléments pour se donner suffisamment d'énergie pour atteindre leur objectif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je commence à faire des vidéos où j'explique aux gens que ça va être compliqué, que ça va être difficile, qu'il y aura de la souffrance, qu'il y aura des leçons à tirer, qu'il faudra s'y reprendre à plusieurs fois. Et comment vous dire que le message est exactement à l'opposé de ce que les gens ont envie d'entendre sur une plateforme de divertissement? Dans le divertissement, on veut entendre quoi? On veut le rêve. On veut, toi aussi tu peux y arriver. Utilise ma méthode incroyable et tu vas y arriver en un temps record. Tu pourras avoir la vie que tu veux, tu pourras avoir le nombre d'abonnés que tu veux, tu pourras faire tout ce que tu veux toute la journée. J'aurais aimé vous dire cette connerie si mon but était juste de récolter votre like et d'avoir un maximum d'abonnés. J'aurais pu vous dire cette connerie si mon but était de vous donner les mêmes conseils de merde qu'on trouve sur cette plateforme. Mais la réalité, c'est que pour la plupart des gens, à moins que vous ayez vraiment une grosse chance, que vous ayez gagné au loto et que peu importe ce que vous faites, vous allez réussir, c'est ce qui s'est passé pour pas mal de gens sur cette plateforme, ils sont arrivés au bon moment, avec la bonne niche, avec le bon angle, et ça a explosé tout de suite pour eux. Tant mieux pour eux. Mais si on n'est pas un gagnant du loto, il va falloir qu'on réussisse comme tout le monde. Et comment on fait pour réussir quand on est monsieur tout le monde? On commence à utiliser des méthodes qui sont raffinées, qui permettent de réussir systématiquement au lieu de compter sur la chance, au lieu de compter sur le tricks qui vous permettra en fait de réussir d'un seul coup, d'exploser. Le problème que j'ai avec ces vidéos, c'est que la peine est double. Non seulement on vous donne une vision de la réalité qui est complètement fausse, on vous dit qu'il est possible en 2 temps 3 mouvements d'avoir le succès que vous voulez, et il suffit juste d'utiliser ma méthode que je vous donne même gratuitement tellement j'ai la main sur le cœur. Donc là, déjà, vous commencez à avoir des attentes irréalistes incroyables. Et au moment où vous allez vous lancer, parce que vous n'aurez pas du tout les résultats qui ont été annoncés, vous allez vous sentir comme une merde. Et la souffrance, voilà comment ça fonctionne. C'est juste un décalage entre ce que vous attendiez et la réalité. Et quand le mec vous met la barre tellement haute et que la réalité est tellement basse, vous allez souffrir, mais à un point, vous imaginez même pas. Parfois, il suffira juste d'une ou 2 expériences comme ça pour vous dégoûter complètement de ce qui vous passionnait à la base. Par contre, ce qui est bien avec ces méthodes-là, c'est qu'une fois que vous êtes au fond du trou, qu'est-ce que vous allez faire machinalement? Vous allez revoir le type qui vous a dit n'importe quoi. Et vous allez vous dire, peut-être qu'il a un truc pour ça. Peut-être qu'il a encore un tricks pour ça. Qu'est-ce que j'ai appris à travers cette expérience, ces 500 vidéos? C'est que toutes les fois où j'ai essayé de chercher un raccourci, c'était une arnaque. Toutes les fois où j'ai essayé de, on va dire, ne pas faire ce qui était nécessaire pour avoir les qualités que je voulais, je me suis fait avoir. Toutes les fois où je pensais bâtir ma confiance en moi en utilisant des astuces à 2 balles,
tout ce que je construisais, c'était de la gonflette. Et qu'est-ce qui se passe alors quand quelqu'un qui fait de la gonflette est mis face à la réalité? Il s'effondre tout de suite. Il s'effondre immédiatement. Qu'est-ce que j'ai remarqué sur ces chaînes qui me fonctionnent extrêmement bien et on va dire qui arrivent à récolter un nombre d'abonnés assez évident, assez important, c'est qu'ils vont jouer beaucoup sur la peur. Ils vont vous faire miroiter des peurs, miroiter le fait que vous n'allez pas y arriver, que l'algorithme vous en veut. Oui, vous personnellement. YouTube a rien d'autre à foutre que on va dire, de dévier toutes ces ressources juste pour vous faire chier, vous, spécifiquement. Et quand vous vous rendez compte de ça, vous savez que c'est débile. Sauf que la peur, c'est ça qui est marrant. Quand vous faites peur à quelqu'un, il n'est plus lucide, il ne peut plus réfléchir, il est prêt à gober tout ce que vous avez à lui dire. Et ces gens-là, en fait, en abusent énormément. Donc c'est évident que si quelqu'un est prêt à utiliser ces méthodes-là pour réussir, moi qui ne veux pas utiliser ces méthodes-là, forcément ma réussite, entre guillemets, n'aura pas la même échelle, n'aura pas la même puissance. Et quand je comprends ça, je comprends alors que ma méthode n'est pas optimisée pour justement réussir selon ces critères de réussite-là. Et là, vous devez comprendre un truc, c'est que c'est OK. Étant donné que mon objectif n'était pas le même, étant donné que je ne souhaite pas faire la même chose que les autres, il est OK que j'ai un chemin différent. Et là, c'est un piège que j'aimerais que vous commenciez à prendre conscience aussi, c'est qu'il est extrêmement tentant quand vous faites la même chose que les autres, en apparence, que vous devez suivre les mêmes règles. Par exemple, plein de gens qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, bizarrement, au début de leur aventure, ils ont tous le même profil. J'aimerais être libre financièrement, j'aimerais être libre géographiquement, j'aimerais être milliardaire, j'aimerais je ne sais pas quoi encore. Ils disent tous la même chose. J'aimerais quitter la rat race, c'est un truc que j'entends très souvent ça. J'aimerais quitter la course de rats. Et je me dis, ok, cool, ils ont tous eu le même type, ils ont tous eu le même message. Et du coup, ils traversent tous la même phase. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand ils vont lancer une entreprise? Ils vont commencer à penser tous de la même façon. Alors, il faudrait un truc qui pète le feu, qui se vend tout seul, des revenus passifs. Le mec, il a même pas 1000 balles sur son compte, il est déjà en train de me parler de revenus passifs. Il faudrait que je diversifie mes sources de revenus. Jusque-là, c'est OK aussi. Mais le problème, c'est que le mec, il n'arrive même pas à en faire une seule de source de revenus. Et il est en train de me dire, ouais, je vais en faire 5 en même temps, ça devrait être plus simple. Non, c'est exactement l'inverse en fait. Et pourquoi est-ce que les gens ne voient pas cette évidence? Parce qu'ils agissent par la peur, ils agissent non pas par eux-mêmes, par leur réflexion, mais parce qu'on leur a dit. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez que c'est on va dire, un biais naturel de notre cerveau pour se rassurer. Quand on va essayer de faire quelque chose, on va essayer de faire comme tous les autres. Et quand on va faire comme tous les autres, on va se planter. Parce qu'on ne prend pas en compte nos spécificités, on ne prend pas en compte ce qui fait qu'on est nous, on ne prend pas en compte notre plaisir, on ne prend pas en compte nos besoins. Qu'est-ce qui se passe alors? On n'a aucune chance de tenir la distance. Mais ça, on ne vous le dira pas, parce que justement, ça fait un peu moins vendre. Pourquoi est-ce que je voulais faire ces vidéos aussi? C'est parce que moi-même, quand j'ai commencé à faire ces 500 vidéos, il y a eu des phases comme ça où j'étais pas très bien, où je n'ai pas réussi à le détecter immédiatement, pardon. Et du coup, je me suis mis à commencer à copier les autres. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien essayer, voir si ça marche leur truc. Et qu'est-ce qui s'est passé systématiquement? Bah, ça marchait pas. Ça marchait pas déjà parce que je savais pas le faire. J'avais pas l'expérience qu'il fallait, j'avais pas l'expertise qu'il fallait. Deuxième élément, en fait, j'ai remarqué que sur ma niche, étant donné que ma niche n'est pas du divertissement, ma niche n'est pas un truc de vous éteignez votre cerveau et puis c'est parti, c'était pas du tout le même fonctionnement. Tout ce qu'on va vous apprendre sur, vous savez, la miniature qui doit vous donner envie de cliquer, etc., c'est vrai uniquement si, on va dire, la personne veut juste se divertir. Du coup, elle a un choix immense. Je sais pas, vous êtes comment ça s'appelle? Vous êtes dans un centre commercial ou plutôt vous êtes dans un magasin, vous êtes dans les rayons céréales, il y a 50 paquets différents. C'est évident que vous allez commencer à, on va dire, essayer de vous démarquer des autres. À l'inverse, moi, j'ai remarqué quelque chose. Je suis dans une niche qui est assez petite. Et en plus, ma façon de faire est assez, on va dire, spécifique. Elle n'est pas comme tous les autres qui visent justement à pousser le clic. Qu'est-ce qui se passe alors? Je dois juste m'assurer que l'image que j'utilise est un problème que la personne a. Et quand quelqu'un a un problème, il veut le résoudre. Il s'en fout de comment le truc est packagé, il s'en fout de quoi ça ressemble. Tant que la solution est bonne, il prend. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai remarqué que cette histoire de miniature, par exemple, avait très peu d'effet sur mes clics. Non pas parce que, on va dire, mon échelle était ridicule, déjà il y a ça aussi qui joue, c'est sûr, mais en plus de ça, je me suis rendu compte que ça ne changeait pas grand-chose sur le temps que les gens restaient sur la vidéo, le temps moyen que les gens écoutaient, etc., etc., etc. Tout ça pour vous dire quoi? Que quand vous allez vous lancer dans une aventure, repérez les moments où vous allez commencer à penser comme les autres, faire comme les autres, et vous oubliez complètement. À ce moment-là, vous allez commencer à suivre le manuel pour réussir d'un type qui a réussi dans des conditions qui étaient différentes des vôtres,
sur un marché qui était différent, avec des conditions qui étaient différentes, avec une vie qui était différente, avec une personnalité qui est différente, et vous retrouvez en fait à suivre la mauvaise recette. Parce que vous ne suivez pas votre recette, vous suivez la recette d'un autre. Et si il existait une seule méthode pour réussir, en vrai on ne serait pas chier, hein. On prendrait tous la même méthode, on serait tous milliardaires et puis ça serait terminé, quoi. Oui, je failli oublier de répondre avec on va dire ma petite parenthèse là. Est-ce que 1300 abonnés pour 500 vidéos, ça n'a pas l'air ridicule? Ça a l'air complètement ridicule comparé à des gens qui font, on va dire, 100 fois les résultats que j'ai eus, 100 fois les abonnés que j'ai eus. Par contre, pour mon aventure à moi, pour ma niche à moi, avec ma façon de faire, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est exactement ce à quoi je m'attendais parce que ça veut juste dire qu'il est possible de réussir, il est possible d'avancer, juste en faisant les efforts nécessaires pour le faire. Parfois, ce sera du volume, parfois, ce sera un angle. Souvent, ce sera les deux. Donc là, je pense que j'ai trouvé un angle que j'aime bien parce que ça me permet de continuer, ça me permet d'aider les gens, ça me permet de, on va dire, pousser certaines personnes à une réflexion un peu plus poussée que ce qu'ils ont d'habitude de faire, et du coup trouver de nouvelles pistes de solutions. Et en plus, moi, ça me permet de prendre suffisamment de plaisir pour continuer de le faire. Et il y a deux leviers principaux pour réussir dans n'importe quel projet. Le premier, c'est est-ce que ce que vous faites fonctionne? Évidemment, celui-là, tout le monde le prend. Et le deuxième, et celui-là, tout le monde, on va dire, a tendance à le sous-estimer, c'est est-ce que vous allez tenir suffisamment longtemps pour que ça fonctionne? Et celui-là, on le sous-estime parce que on a tendance à se dire qu'on a besoin que ça fonctionne pour tenir, comme si c'était une condition nécessaire. Mais je peux vous assurer que les 300 premières vidéos que j'ai faites, les résultats étaient dérisoires. Genre là, vous avez l'impression qu'il y a un x2 là, entre 500 et 1000, 1300, donc un x2,5. Mais en fait, ça ressemblait plus à un x4 au début, quoi, voire même un x10. Les premières vidéos, c'était 50 vidéos pour 5 abonnés, quoi. Et du coup, le rapport, si vous voulez, il est en train de retomber, on va dire, sur un truc un peu plus, on va dire, un peu moins démotivant, quoi. Mais du coup, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas décourageant? Non. Parce qu'une fois que je compare ce qui est comparable, je me rends compte que c'est bon, quoi. Je me rends compte que c'est pas mal. À l'inverse, je me compare à des gagnants du loto, c'est sûr que j'ai l'air d'un abruti. Donc si vous avez l'impression que ce que vous faites n'est pas, on va dire, est un peu démotivant, vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, c'est souvent non pas parce que la chose en elle-même est démotivante, mais parce que vous avez posé un cadre qui vous pousse à vous démotiver. Encore une fois, si je me compare à des gagnants du loto, je vais me démotiver. Si vous faites pareil, vous vous démotiverez aussi. À l'inverse, vous vous comparez à la moyenne, vous vous rendez compte que quoi? Que personne pratiquement crache 500 vidéos. Donc vous vous rendez compte que si vous avez des résultats extraordinaires ou des résultats qui sortent de l'ordinaire, si vous avez des résultats qui sortent de ce qui est normal, c'est normal aussi, c'est attendu. Du coup, vous dédramatisez la chose, vous vous calmez un peu et vous commencez quand même à avancer comme vous voulez. Autre point intéressant, maintenant qu'on ne se compare plus aux autres, on ne se compare plus aux gagnants du loto. Finalement, on se compare à qui? Ça, c'est quelque chose que vous retrouverez très souvent comme conseil, et c'est un conseil que je conseille vraiment de suivre. La seule compétition qui compte, c'est celle que vous menez avec vous-même. Autrement dit, votre but, c'est d'être meilleur aujourd'hui qu'hier. Faire quelque chose de plus aujourd'hui qu'hier. Faire quelque chose de différent de plus, ou on va dire avec une autre approche, aujourd'hui par rapport à hier. Hier, vous aviez peur de l'échec. Aujourd'hui, vous avez un peu moins peur de l'échec. Vous avez gagné. Le but, évidemment, si vous voulez aller encore plus vite, c'est d'enchaîner en fait ces améliorations-là pour que la personne que vous étiez hier soit encore plus différente que celle que vous êtes aujourd'hui. Pourquoi c'est génial cette approche? Parce que quand vous vous dites que vous devez juste être meilleur qu'hier, vous avez un objectif qui est nettement plus simple à atteindre. Vous avez quelque chose qui est nettement plus palpable, quelque chose qui est nettement plus, on va dire, observable. À l'inverse, si vous vous dites, je vais considérer que j'avance ou que je vais me mettre en compétition avec quelqu'un qui a 100 000 abonnés, cette personne-là qui a 100 000 abonnés a certainement plus d'expertise, fait ça sûrement depuis 5 ans, pendant que vous faites ça depuis 5 jours. Comment vous dire que quand vous allez vous voir essayer d'avancer vers ce type, votre cerveau, en fait, il va se dire, mais non, on est toujours à la ramasse, en fait, on est toujours des années-lumière, on n'avance pas. Même principe, vous savez que cet Everest, là, ou ce projet que je vois dans son ensemble, ça va me saouler tout de suite, ça va me démotiver tout de suite. À l'inverse, si je me dis juste, tiens, hier, j'ai remarqué que je ne savais pas faire ça, je vais apprendre à le faire cette semaine. Et hop, vous sortez une vidéo avec un nouveau concept, vous êtes content de vous. Vous sortez une vidéo avec un nouveau sujet que vous vouliez aborder depuis longtemps, vous êtes content de vous. Donc de manière générale, comparez-vous, enfin utilisez-vous comme référence et comprenez que le but, c'est pas de rattraper les autres sont sur leur propre chemin. Les autres jouent à leur propre jeu. Votre boulot à vous, c'est de rester sur votre jeu à vous, de réaliser vos rêves à vous, avec votre vie à vous, avec vos valeurs à vous, et de trouver le moyen de quand même avoir ce que vous voulez, peu importe les cartes de départ que vous avez eues. Autre compétence intéressante que j'ai pu construire, que j'ai pu, on va dire,
raffiné grâce à ces 500 vidéos. Pour tenir ces 500 vidéos, il m'est apparu très rapidement une chose, une évidence. Il fallait que je trouve le moyen d'économiser mon énergie. Pourquoi? Parce qu'en plus de faire ces vidéos, j'avais aussi une activité à côté qui me prenait pas mal de temps. Et je me suis rendu compte d'un truc dès les premières semaines, c'est que je vais mourir. Si je continue comme je travaillais au départ, je vais mourir. Il me fallait absolument que je systémise absolument tout. Il fallait que je minimise la quantité d'énergie dépensée pour chaque effort. Générer des idées, ça devait se faire à certains moments de la journée. Idéalement la veille pour le lendemain. Pourquoi? Parce que la veille, qu'est-ce qui se passe? J'ai des idées, je commence à les balancer. Le soir, mon cerveau fait son taf, il raffine toutes mes idées, qui fait que le lendemain, quand je me réveille et que je vois mon idée, je la vois avec un angle un peu différent, un angle un peu plus raffiné, un peu plus intéressant pour moi et les personnes que je vise, pour leur permettre justement d'appliquer un peu plus les conseils. Donc je commence à économiser mon énergie au maximum et l'énergie que vous devez économiser, ce sont dans toutes les décisions que vous allez prendre volontairement, consciemment. Tous les jours, vous prenez en moyenne 1200 décisions par jour. Si vous avez l'impression de ne pas prendre ces décisions, c'est parce que 90% de ces décisions, voire même 95%, sont filtrées automatiquement par votre cerveau. Vous vous baladez dans la rue, vous voyez une publicité sur une voiture, vous n'êtes pas intéressé par acheter une voiture. Votre cerveau filtre automatiquement, il fait non. Vous voyez des casseroles, vous n'avez pas envie d'acheter une nouvelle casserole, non. Par contre, on arrive à Noël, vous commencez à penser à des cadeaux, à des jouets pour enfants, pour votre neveu qui a 7 ans. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous allez voir des jouets partout. Déjà parce que c'est Noël, mais aussi vous allez commencer à accorder une importance incroyable à tout ce qui est petit jouet qui pourrait intéresser un enfant ou une enfant de 4 ans, 7 ans ou je ne sais quoi encore. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Votre cerveau comprend que ces éléments-là sont importants pour vous, du coup il va les remonter à la surface. C'est comme quand vous apprenez un nouveau mot. Vous apprenez un nouveau mot. Je me souviens on va dire pendant tout le collège, c'est ce qui m'est arrivé. On avait un prof en fait de français qui nous faisait apprendre des nouveaux mots de vocabulaire tous les jours. Enfin, du moins toutes les fois où on était avec lui. Dès que j'apprenais un nouveau mot, je l'entendais partout. Et en fait, c'est malin ce qu'il faisait parce qu'il disait, vous allez me donner des mots que vous avez entendus quelque part, que vous avez entendus au journal, que vous avez entendus en regardant la télé, en regardant une série ou je ne sais quoi encore. Et quand effectivement vous regardez le journal et vous notez un mot, il se trouve que le journal télévisé, par exemple, utilise très souvent les mêmes tournures de phrases. Qu'est-ce qui se passe? Vous apprenez un nouveau mot, vous le voyez partout. Donc ça, c'est le même principe. Votre cerveau, en fait, dès qu'il sait que quelque chose est important pour vous, il va le remonter à la surface. Donc là, ce qui va se passer, ça va vous demander énormément de décisions, énormément d'énergie pour prendre chaque décision quand vous remontez plein de choses à la surface. Et moi, le problème que j'avais, c'est que je me disais, il me faudrait des idées pour mes vidéos. Il me faudrait des problèmes dont je peux parler dans mes vidéos. Et vous imaginez bien qu'avec mon expertise, avec toute l'expérience que j'ai, absolument pratiquement tout est remonté à la surface. Et du coup, je me suis retrouvé à devoir prendre une quantité de décisions phénoménales du jour au lendemain. Autrement dit, j'étais en PLS, on va dire très rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé alors? J'ai dû mettre un espèce de système pour me permettre de trier très rapidement. Est-ce que le problème est concret? Oui, non. Est-ce que le problème est visible? Oui, non. Est-ce que le problème, on va dire, génère une souffrance assez importante pour que la personne soit intéressée par le sujet que je vais aborder? Oui, non. Et selon en fait l'arbre de décision que j'avais, ça allait très très vite. Je mettais quoi en fait au sommet de cet arbre de décision? Le premier truc qui était en fait un red flag. Si c'était non, est-ce que ça génère de la souffrance? Non. Ok, du coup je m'en tape. Je m'en tape parce que les gens sont intéressés uniquement par un sujet si ça les emmerde. Ils ne vont pas apprendre un truc juste pour apprendre, ça si c'est pour se divertir. Dans ce cas-là, ça ne me dérange pas non plus, ils peuvent le faire bien sûr. Mais moi, ça ne va pas m'intéresser parce que moi, ce que je veux avant tout, c'est permettre aux gens de passer à l'action, d'améliorer leur vie, de se rendre compte que ça n'a jamais été eux le problème, c'est juste les méthodes qu'ils utilisent qui les empêchent d'avoir ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que ça vous permet ça de faire quand vous le comprenez? Vous comprenez que depuis le départ, ça n'a jamais été vous le problème. Vous comprenez depuis le départ que toutes les personnes qui vous ont dit que vous étiez nul à chier ou je ne sais quoi encore, elles avaient faux. Vous aviez juste pas la bonne méthode. Et personne s'est attardé pour vous donner la bonne méthode. On s'est juste attardé pour vous juger et vous rabaisser. Quand vous comprenez ça, vous pouvez vous libérer de tout ce fardeau, de toute cette culpabilité que vous avez traînée, et du coup avancer tranquillement. Qu'est-ce qui m'a permis d'économiser mon énergie aussi? D'avoir un espèce de système, d'avoir un espèce de planning que je pouvais suivre, on va dire, à la lettre. Pour beaucoup de gens, le planning, c'est une espèce de prison. Ah, à telle heure, je dois faire ci, à telle heure, je dois faire là. Ah, j'aurais bien aimé faire autre chose. J'aurais bien aimé, on va dire, jouer aux jeux vidéo. J'aurais bien aimé regarder une série à ce moment-là, à la place. Effectivement, quand vous allez vous focaliser sur ce que vous ne pouvez plus faire, vous verrez votre planning ou votre système comme une prison. À l'inverse, je vous invite plutôt à le voir dans le sens inverse. Mon planning, quand il a été fait, c'était la liste des tâches, la liste des activités que je devais faire pour maximiser mes chances de réussir et de réaliser mon rêve. Autrement dit, quand je regarde mon planning, je ne vois pas juste une prison, je vois surtout le chemin le plus optimal
pour me permettre de réussir et d'avoir la vie de rêve que je veux. Je vois le chemin le plus optimal pour enfin me mettre au service de ma mission de vie. Ma mission est la suivante. J'ai décidé que ma mission serait la suivante. Permettre à des gens de croire en eux et de réaliser leurs rêves. Je veux rendre ce monde meilleur à ma façon. Comment est-ce que je vais faire ça? Enlever toute la souffrance possible et imaginable à un gros paquet de gens pour qu'ils puissent avancer. Si ces personnes-là arrivent à atteindre un certain niveau de, on va dire, de réussite, ils auront à leur tour envie de partager ce qu'ils ont vécu, à leur tour envie d'aider les autres, et du coup, il va y avoir une espèce de truc viral comme ça qui va commencer à se propager. Je ne suis pas débile, ce projet me demandera sûrement 30 ans de ma vie, mais ça me va parfaitement. Et je n'ai aucune chance d'y arriver si je ne suis pas, on va dire, efficace dans mon approche. Alors le planning va être une libération pour moi. Une libération parce que je connais maintenant mon chemin optimal, du moins avec les informations que j'ai aujourd'hui. Et je vais me libérer de quoi? Je vais me libérer des doutes, de me poser des questions de merde qui servent à rien, comme qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui? Et si je jouais d'abord aux jeux vidéo? Non, je sais pertinemment que si je joue aux jeux vidéo en plein milieu de l'après-midi, j'aurais envie de jouer jusqu'à la fin de la journée. Pourquoi? Parce que le cerveau, il fonctionne comme ça. Le cerveau, comment est-ce qu'il fonctionne? Je pense que vous l'avez déjà vu. Vous n'avez pas envie de faire un truc. Vous vous forcez quand même à le faire parce que voilà, vous êtes obligé, il y a un livrable à faire pour un client, je ne sais quoi encore. Au bout de 5 minutes à faire le truc, vous vous rendez compte que, en fait, c'est pas si terrible. En fait, c'est même fun. En fait, vous aimez même ça. Et du coup, vous commencez à y aller à fond. En fait, qu'est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que c'est le départ qui est difficile. Et pourquoi le départ est difficile? Parce que c'est ce qu'on appelle, on va dire, le coup de basculement pour le cerveau. En fait, votre cerveau, quand il va faire une activité, il va se mettre dans le mode nécessaire pour être pleinement pris dans l'activité. Alors, quand vous allez lui demander de switcher sur une autre activité, il ne va pas du tout aimer. Il va dire putain, vas-y, il faut que je recable un peu tout là, et ça va être trop chiant. Tu veux pas plutôt continuer de faire le truc? Et si vous dites oui, c'est bon, on peut continuer si tu veux, on va continuer à jouer aux jeux vidéo, il va le faire parce que c'est plus simple pour lui. Du coup, à chaque fois que vous allez switch, ça va vous coûter une certaine quantité d'énergie. C'est pour ça qu'au travail, généralement, quand vous avez des gens qui sont des créatifs avec vous, vous vous débrouillez pour ne jamais mettre de réunion en plein milieu de ce qu'ils sont en train de faire. Par exemple, je crois que vous travaillez avec des monteurs de vidéos. Le dernier truc que vous voulez faire, c'est le mec qui est en train de faire son montage tranquillement, et d'un coup, vous vous dites, tiens, je vais te coller on va dire une réunion à la con de 20 minutes au bout de 2 heures. Alors qu'en fait, je sais qu'idéalement, tu aimerais faire 8 heures de ton truc sans, on va dire, sans distraction. Et là, au bout de 2 heures, je te mets un truc. Donc vous, parce que vous n'êtes pas un créatif, vous avez l'impression que la personne a juste perdu 20 minutes, mais en fait, non, vous venez de lui niquer 6 heures de boulot, quoi. Pourquoi? Parce que le temps qu'elle se remette dedans, il va falloir qu'elle se souvienne de là où elle en était. Il va falloir qu'elle se souvienne de qu'est-ce qu'elle était en train de faire. Ce qui fait qu'elle va prendre un retard énorme. Donc le truc de 20 minutes que vous lui demandez, là, ça va lui faire 6 heures de boulot de merde, dans lequel il va devoir reprendre des décisions dans tous les sens. Et en plus, si vous êtes assez con, vous lui remettrez une réunion un peu plus tard. Donc ça, c'est le coût de basculement. Vous faites très attention à ça, vous voulez basculer au minimum. Moi, en fait, qu'est-ce qui se passe quand j'ai mon planning et que je sais exactement dans quel ordre je vais le faire et que tous les jours se ressemblent à peu près? Quand je commence à finir une activité, mon cerveau anticipe déjà que je vais aller sur une autre. Du coup, je n'ai plus ce coup de basculement. Je ne l'ai plus parce que mon cerveau a eu le temps de le voir venir. Il a eu le temps de se préparer, il a eu le temps de se dire, ok, là on a bientôt fini, hop, ensuite sur l'autre. Pour lui, en fait, c'est une continuité. Là où quand vous n'avez pas de planning, qu'est-ce qui se passe? Vous improvisez. Vous allez vous dire des trucs comme, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Alors là, je suis en train de jouer, ouais, il faudrait que je travaille un peu. Ok, il faudrait que je travaille sur quoi déjà? Ok, il faudrait que je travaille sur ça. Je travaille pendant combien de temps? Vous n'avez même pas commencé, vous avez déjà pris 4 décisions et vous allez devoir switch 3 fois d'activité parce que vous allez dire, ah tiens, je vais faire ça. Du coup, votre cerveau, il commence à passer sur le truc. Ah non, finalement, je vais pas faire ça, je vais faire autre chose. C'est bon, vous êtes mort, quoi. Donc apprenez à économiser votre énergie, surtout si vous êtes dans une espèce de marathon. Parce que ce qui va franchement faire la différence entre la réussite et l'échec, c'est juste la gestion de l'énergie, le management de vos ressources. Et si vous arrivez à économiser tout ce que vous faites, tout en vous permettant de fournir la même quantité de résultats, vous avez gagné. Dernier piège que j'ai appris, enfin du moins le dernier piège que j'aimerais, on va dire, vous donner sur ce que j'ai appris sur ces 500 vidéos, et ensuite je vous donnerai encore d'autres éléments qui sont liés plutôt à YouTube en lui-même. Il est très simple de se fixer les mêmes objectifs que tout le monde. Précédemment, je vous ai dit, il est très simple de penser comme tout le monde, de faire comme tout le monde, mais en plus, ce qui est encore plus bâtard, c'est que vous allez commencer à utiliser les mêmes résultats que tout le monde, les mêmes objectifs que tout le monde. Par exemple, si je demande à quelqu'un, c'est quoi le but d'avoir une chaîne YouTube? Tout de suite, il va me dire, avoir un maximum d'abonnés. Pourquoi? C'est quoi le but de YouTube? Il faut faire plein de vidéos. Pourquoi? En fait, c'est vous qui avez donné l'objectif.
Ma chaîne YouTube, comment est-ce que je l'ai pensée? Je l'ai pensée à un espèce de recueil qui permettrait à n'importe qui, peu importe ce qui se passe dans sa vie, de trouver le bon problème. Alors après, il va falloir qu'il se tape les 500 000 vidéos que j'aurais sûrement fait à ce moment-là. Mais du moins, s'il utilise une méthode de recherche, ou qu'il passe sur ma chaîne et qu'il utilise le truc de recherche, il pourra taper certains mots-clés et du coup avoir des chances de tomber sur son problème et directement consommer. Autrement dit, mon but n'a jamais été d'avoir le plus d'abonnés possible. Si je voulais avoir le plus d'abonnés possible, j'aurais fait une chaîne de jeux vidéo. J'aurais fait une chaîne de divertissement. J'aurais fait le pitre devant la caméra. Si je voulais faire un maximum de vidéos, j'aurais effectivement joué à un jeu vidéo et je segmenterais en fait ma partie en 50 vidéos différentes pour ensuite faire plein de vidéos. Si je voulais faire je ne sais quoi encore, j'aurais fait autrement. En fait, il est extrêmement simple. Par exemple, oui, c'est le commentaire que j'ai eu avec ma communauté. Je commence à dire à moi, hé les gars, je vais commencer à créer une communauté. Et là, je reçois un message assez rapidement, ils me disent, ah, ta communauté, elle est nulle, il n'y a pas grand monde dedans. Implicitement, la personne se dit quoi? Le but d'avoir une communauté, c'est d'avoir plein de gens dedans. En fait, non. Le but d'avoir une communauté, c'est qu'on est tous ensemble pour un objectif en commun. Et qu'on va tous, on va dire, partager un objectif qui permettra de nourrir tout le monde. C'est ça, en fait, le véritable but d'une communauté. Ensuite, effectivement, quand vous êtes arrivé sur Internet, on a commencé à jouer à qui a la plus grosse quéquette. Et du coup, on va commencer à utiliser ce qu'on appelle des métriques de vanité. Une métrique de vanité, c'est quoi? C'est une variable que vous allez mesurer qui semble dire quelque chose, qui semble être porteur de sens, mais en fait qui ne veut absolument rien dire. Par exemple, là, j'ai fait ma communauté sur Discord. Il y a des communautés sur Discord avec 250 000 membres. Waouh! Ça doit être incroyable. Non. Pour avoir rejoint une communauté comme ça, j'ai remarqué très très vite que sur les 250 000 membres, il y en a peut-être 20 qui sont actifs. Du coup, ça sert à quoi de laisser ces 250 000 membres, même s'ils sont tous morts ou c'est tous des zombies? C'est juste pour flatter l'ego. Ne tombez jamais dans le piège de vous focaliser sur une métrique de vanité. Par exemple, il y a une personne qui a vu mon site internet sur mon autre activité qui m'a dit ah, ton site il est vraiment pourri, il n'est pas optimisé, etc. Si tu veux avec moi, tu me payes et je peux t'assurer que tous les mois, tu auras au moins 50 000 visiteurs par mois. Et dans ma tête, je me suis dit c'est la façon de vendre la plus naze que j'ai jamais vue. Parce que, imaginons, moi je travaille dans l'e-sport, d'accord? Moi, les gens que je veux qui voient mon site, ce sont des athlètes qui aimeraient passer professionnels, mais qui sont encore coincés au niveau amateur. Le mec, d'un coup, il me dit 50 000 visiteurs. La première question que je lui ai posée, c'est tu pourrais me donner les profils de ces 50 000 visiteurs? Et là, il commence à me donner des chiffres, il commence à me donner des graphes, en pensant bien faire. Et qu'est-ce que je remarque en fait sur son putain de graphe? Qu'il y a plein de gens qui vont avoir 75 ans qui vont arriver sur mon site. Et là, je me dis, pourquoi est-ce que eux, tu veux les faire venir sur mon site? Ouais, parce qu'en fait, c'est des mecs qui, tu vois, ils font un peu rien de la journée. Du coup, ils aiment bien visiter les sites, ils aiment bien se balader, ils aiment bien, tu vois, faire des expériences, quoi. Et dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'un mec, on va dire, passe sur mon site juste pour rigoler? Moi, ce que je veux, c'est des clients. Donc, s'il voulait vraiment me vendre quelque chose, vraiment m'appâter sur quelque chose, il m'aurait dit, avec moi, tu vas avoir des visiteurs tellement ciblés, qui savent exactement ce que tu veux, et qui savent exactement ce qu'ils veulent, pardon, et qui seront prêts à se lancer. Là, il aurait eu mon attention. Mais juste me balancer 50 000 visiteurs parce que je peux t'envoyer des bots qui vont faire semblant d'être des visiteurs, ça ne m'intéresse pas. Ça s'appelle des métriques de vanité. Ne tombez jamais dans le piège. Donc quand vous allez vous lancer sur YouTube, vous allez voir qu'il y a des gens qui se posent des questions complètement stupides. Combien d'abonnés tu as? Je m'en tape en fait. Parce qu'une chaîne qui a 10 000 abonnés ou une chaîne qui en a 100 000, qui est la meilleure? La meilleure par rapport à quel critère? Ah, tu as combien de commentaires sur tes vidéos? Ah, tu as combien de likes sur tes vidéos? Tous ces éléments-là semblent être porteurs de sens jusqu'à ce que vous vous rendez compte que la niche est différente et que des gens vont difficilement liker une vidéo qui dure 1 heure par rapport à une vidéo qui dure 5 minutes où c'est drôle. Donc, est-ce qu'une vidéo est meilleure parce qu'elle a plus de likes? Je vous laisse juger. En tout cas, pour moi, j'ai bien compris un truc. Les gens sont extrêmement motivés par les métriques de vanité parce que la vanité, justement, c'est l'ego, c'est se flatter, c'est se rassurer. Mais en fait, c'est aussi se tromper. Vous allez commencer à optimiser des choses qui n'ont aucun sens pour vous au lieu d'optimiser ce qui est vraiment important pour vous. Et là, vous allez vous perdre et vous aurez, sans même comprendre exactement ce qui se passe, vous n'aurez plus envie de continuer votre aventure. Allez, 2 derniers pièges que j'aimerais aborder avec vous, parce que justement, ça vous permettra de comprendre pourquoi est-ce que certains, même la majorité des gens, n'arrivent pas à tenir sur YouTube, n'arrivent pas à réaliser le rêve sur YouTube, alors qu'en fait, quand vous comprenez comment YouTube fonctionne, vous vous rendez compte d'une chose, pour gagner sur YouTube, tout ce que vous avez à faire, c'est continuer, continuer de jouer. C'est une plateforme qui récompense les gens qui nourrissent la plateforme, soit en consommant du contenu dessus, soit en produisant du contenu. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de gens qui ont du mal à tenir le choc, tenir la distance? C'est avant tout parce qu'on leur a donné de fausses croyances, on leur a donné l'illusion du contrôle. Cette plateforme est très douée pour vous faire comprendre ou vous faire croire que ce que vous faites a un impact assez grand.
ça, on va vous encourager, on va vous donner plein de conseils, par exemple, pour optimiser vos vidéos. Sauf qu'à la fin de ce tunnel, on va dire, de, de tâches à accomplir pour optimiser, il y a un truc qui s'appelle YouTube en lui-même, qui va décider lui-même s'il va pousser votre vidéo ou pas. Qu'est-ce que j'ai vu récemment? J'ai vu une personne qui a fait énormément d'efforts pour faire une vidéo hautement qualitative, extrêmement drôle, etc., tout en étant informative, avec un nombre de vues dérisoire, minable, pitoyable. Pourquoi? Parce que ce jour-là, YouTube n'avait pas envie. Moi-même, quand je fais un short, j'ai des shorts qui ont 1500 vues instantanément. C'est-à-dire que vous voyez la courbe, ça fait poum, directement. C'est pas une histoire de ah ben les gens ils ont liké et du coup ça a augmenté. Non, non, non. C'est immédiatement j'ai eu les 1500 vues. Ensuite, je regarde d'autres vidéos qui étaient des sujets hyper importants pour moi. 40 vues. C'est-à-dire que le truc n'est jamais monté en fait. Il n'a jamais été poussé. Et ce qui est bâtard en fait dans ce système, c'est qu'on va vous faire croire que vous contrôlez les choses jusqu'au moment où vous allez créer l'illusion que tout repose sur vous. Et c'est là en fait que vous allez souffrir. Parce que quand vous avez l'illusion que tout repose sur vous, alors que ce n'est pas le cas, vous avez ce qu'on appelle un nid à frustration. La frustration se déclenche automatiquement quand vous focalisez sur un élément que vous ne contrôlez pas à 100%. Autrement dit, vous voulez que quelque chose se produise, vous mettez en place des actions et vous pensez que ça suffira, et à la fin, vous n'obtenez absolument pas ce que vous voulez. Du coup, vous allez être frustré. Il se trouve en fait que la frustration est l'émotion la plus utile pour rendre addict quelqu'un. Parce qu'en fait, imaginons, je sais pas, je vous dis, tiens, il y a un jeu, regarde, à chaque fois que tu vas jouer, tu mets une pièce et tu auras un truc à la sortie. Et c'est tout le temps la même chose qui ressort. Vous faites ça 4-5 fois et vous en avez marre, vous passez à autre chose. À l'inverse, je vous dis, tiens, tu mets une pièce et il y a un truc au hasard qui va sortir. Là, du coup, ça va être marrant parce que vous allez dire, tiens, qu'est-ce que je vais avoir ce coup-ci? Qu'est-ce qui va être intéressant pour moi? Et si vous voulez rendre les gens complètement addicts, vous mettez une pièce et une fois sur 4 ou une fois sur 6, il y a un truc qui ressort. Là, ça va saouler les gens parce que justement, ils vont se dire, mais attends, je comprends pas. D'habitude, je mets une pièce, ça marche. Pourquoi ça marche plus? Et ils vont commencer à mettre des pièces, commencer à mettre des pièces, commencer à mettre des pièces, de manière maladive. Et c'est ça, en fait, qui crée l'addiction. C'est ça qui crée, on va dire, le comportement qui, au moins, frôle l'addiction. Et c'est un truc qui était très marrant parce qu'ils ont fait ça d'abord sur les rats et ensuite ils ont fait la même expérience sur les êtres humains et ça s'est bien retransmis. Sur les rats, c'est un peu plus violent, c'est un peu plus, on va dire, intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont mis un rat et ils ont mis une manivelle. Ce qui fait que quand ils baissent la manivelle, il y a de la bouffe qui tombe. Et ensuite, ils ont mis la même manivelle, sauf que le nombre de fois où il fallait qu'ils rabaissent la manivelle pour avoir de la bouffe était complètement, on va dire, au hasard, entre 1 et 50. Et du coup, ils voyaient ce rat, en fait, tabasser la manivelle comme pas possible jusqu'à avoir de la bouffe. Jusqu'à me dire, ouais, mais voilà, le mec, il a faim, quoi. Non, parce que le truc était justement rassasié. Et ils se sont mis à faire cette expérience-là sur des rats, en fait, qui n'avaient pas faim. Et se sont rendus compte que ceux qui avaient directement la bouffe, ils appuyaient 2 fois, et puis après, ils se lassaient et ils bouffaient plus de la journée, quoi. Mais ceux qui devaient faire une cinquantaine de fois, jusqu'à une cinquantaine de fois pour avoir quelque chose, ils faisaient ça toute la journée. Et après, ils se sont mis à faire pareil avec les êtres humains, en mettant des systèmes de récompense différents, avec des pièces, avec des jetons, avec des machins, etc. Et ils se sont rendus compte que c'était la même chose, le même comportement. Aujourd'hui, c'est tellement, on va dire, bien connu ce phénomène que si vous jouez à un jeu en ligne, c'est ce qu'on va faire. On va vous mettre ce qu'on appelle des boîtes de récompenses avec des récompenses aléatoires. Au lieu de vous dire directement ce que vous allez obtenir, ce sont des récompenses aléatoires. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? On s'est rendu compte que les gens, ils adoraient ça. Que la dopamine, c'est pas l'hormone du plaisir, c'est l'hormone de j'ai envie de voir ce qui se passe, j'ai envie de voir, j'ai envie de découvrir. Et ce truc-là peut être utilisé soit contre vous ou dans votre bien-être, enfin, on va dire dans vos intérêts. Pour les personnes, par exemple, qui sont addictes, très souvent, il y a une espèce de rituel régulièrement, tous les mois ou je ne sais quoi encore, où les personnes vont mettre la main dans une espèce de bocal avec des souhaits ou des charmes ou enfin, vous savez, quelque chose qui va leur permettre de tenir le choc et ça va être quelque chose d'aléatoire. Et ils ont remarqué en fait que ces éléments-là avaient nettement plus de valeur quand les gens ne savaient pas ce que c'était, ne savaient pas sur quoi ils allaient tomber. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a cette dose de mystère. Et là, c'est plus de la frustration que vous allez ressentir, c'est du plaisir. Parce qu'effectivement, même si vous avez quelque chose qui n'est pas terrible, vous vous dites, en fait, je suis content quand même d'être tombé sur lui parce que j'aurais pu en avoir un autre que j'aime pas du tout. Et c'est juste ce moment-là où il y a on va dire, l'incertitude sur ce que vous allez obtenir qui va vous apporter une certaine quantité de plaisir. Par contre, si vous faites si c'est utilisé contre vous, vous allez obtenir de la frustration. Et YouTube est extrêmement doué pour la frustration. D'abord parce qu'il y a des gens qui vont nourrir cette frustration en vous racontant n'importe quoi pour comment réussir sur YouTube. Du coup, ils vont vous donner l'illusion du contrôle, l'illusion que vous faites tout correctement. Et ensuite,
je l'ai même vu sur YouTube, parfois je vais avoir moins 2 abonnés et ensuite le lendemain, j'en vais avoir 50. Et ça je reconnais, c'est l'ingrédient pour de la frustration. On vous fait croire que ce que vous faites est correct tout le long, donc vous avez une certaine moyenne. D'un seul coup, on vous fusille et ensuite le lendemain, on vous récompense. Parce que ça n'a aucun sens, parce que c'est impossible pour quelqu'un de comprendre ce qui se passe, il va se frustrer. Et là, dès que vous tombez là-dedans, vous allez commencer à avoir un comportement assez, on va dire, malsain, une relation malsaine avec votre activité. Et c'est ce qui va vous pousser soit à devenir complètement addict et à regarder les chiffres comme si vous étiez un putain de camé en espérant que ça va monter, soit ça va tellement vous saouler ou tellement vous faire du mal que vous allez arrêter. Généralement, le taux d'échec, le taux de gens qui partent, est assez faible. C'est pour ça que toutes ces plateformes s'amusent à optimiser, on va dire, la frustration. Dernier piège que j'aimerais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est que cette plateforme est très douée, enfin du moins cette société est très douée, pour associer votre bien-être avec vos résultats. Depuis tout petit, on vous apprend quoi? On vous apprend que vous êtes le reflet de vos résultats. Quand vous êtes à l'école, quand vous avez une bonne note, c'est que vous êtes quelqu'un de sérieux, quelqu'un de fiable, une bonne personne, quelqu'un qui ira loin dans la vie. Vous avez une note de merde, vous êtes quelqu'un qui est médiocre, vous êtes une merde, vous êtes, on va dire, on ne peut pas compter sur vous, vous êtes quelqu'un qui ne branle rien, qui ne prend rien au sérieux. Autrement dit, vous apprenez très très vite que peu importe ce que vous produisez, ça vous définit. Et dans YouTube, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous avez une vidéo qui marche super pour vous, vous vous sentirez super bien. Votre bien-être sera au top. Vous avez une vidéo qui a floppé, vous allez vous sentir mal toute la journée. Vous allez vous dire, putain, mais pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai pourtant tout donné. Et là où c'est vraiment malsain, c'est que, étant donné que c'est pas vous qui définissez le succès que vous allez avoir, c'est vraiment YouTube qui à la fin va définir s'il va pousser votre vidéo ou pas. Vous allez vous retrouver à donner votre bien-être, à le donner à quelqu'un qui en a strictement rien à foutre, mieux que ça encore, qui joue juste avec parce que c'est marrant. Vous vous doutez bien que pour votre santé mentale, c'est pas terrible. Vous vous doutez bien que pour votre bien-être à long terme, c'est vraiment pas terrible. Parce que non seulement vous dépendez d'un élément que vous ne contrôlez pas, mais en plus c'est un élément extérieur. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est les éléments extérieurs qui vous définissent? Vous ne faites plus les choses pour vous, vous faites les choses pour la plateforme. Vous faites les choses pour les autres. Et là, vous avez la recette parfaite pour vous perdre, pour ne plus savoir ce qui est important pour vous, pour ne plus savoir pourquoi vous faites les choses, pour ne plus savoir pourquoi est-ce que c'était important pour vous de se lancer là-dedans. Et du coup, vous allez en fait sombrer. Vous allez rentrer dans un cercle vicieux qui va vous détruire, mais à une vitesse que vous n'imaginez même pas. Tout ça pour vous dire quoi? Est-ce que YouTube est méchant? Pas forcément. C'est plus notre expérience avec, c'est notre relation avec cette plateforme qui va nuire à notre santé. Pourquoi est-ce que je préfère ne pas dire que c'est à cause de YouTube que les gens sont tristes quand ils se lancent dans ce milieu? Parce que peu importe ce que vous blâmez, vous lui donnez les pleins pouvoirs sur votre vie. Et vous ne me verrez jamais sur cette chaîne vous pousser à blâmer les éléments extérieurs pour vos échecs. Parce qu'à la seconde où vous faites ça, vous donnez les pleins pouvoirs à des éléments extérieurs, et du coup, vous devenez complètement une victime des circonstances. Et quand vous êtes une victime des circonstances, vous êtes incapable d'avancer, vous êtes incapable d'améliorer votre vie, vous êtes incapable d'atteindre vos objectifs. Tout ce que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas moi, on va dire, le mauvais départ que j'ai eu dans la vie, je ne suis pas coupable de l'avoir eu, ce n'était pas moi qui ai demandé à souffrir, ce n'était pas moi qui ai demandé à être mal dans ma peau les 30 premières années de ma vie, mais je suis responsable de ce que j'en ai fait par la suite. Et c'est ça, en fait, que je vais plutôt, moi, vous pousser à faire, c'est être hyper responsable. Si vous n'avez pas ce que vous voulez dans votre vie, vous êtes responsable. Attention, responsable ne veut pas dire coupable. Je ne suis pas en train de dire que vous devriez vous sentir mal parce que c'est vous qui avez voulu que ça se passe mal. C'est vous qui avez voulu que souffrir autant. C'est vous qui avez voulu être différent des autres. Non. Je suis en train de dire que maintenant que vous savez que vous êtes différent des autres, il n'appartient qu'à vous de trouver le moyen de réussir quand même, de trouver le moyen de vous libérer de ce qui vous empêche d'être heureux aujourd'hui. Et quand vous voyez comme ça, comme quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui va trouver des solutions. C'est quelqu'un qui va dire, je vois la merde que c'est, et je m'engage à trouver une solution. Je m'engage à ne pas, on va dire, partir, ne pas fuir devant l'adversité, et de trouver une solution qui sera satisfaisante pour moi, et aussi pour toutes les personnes qui sont impactées par le problème. Quand vous êtes cette personne-là, parce que vous acceptez d'être le problème, vous devenez automatiquement la solution. Et quand vous devenez la solution, vous n'avez plus besoin de l'approbation de qui que ce soit, de la validation de qui que ce soit, de la permission de qui que ce soit, pour faire ce qui est nécessaire, pour réussir, pour avancer, pour trouver une solution. Et là, du coup, vous devenez un acteur principal de votre vie. Là, d'un seul coup, vous reprenez le contrôle de votre vie. Alors même quand je serai dans un environnement qui est extrêmement toxique, c'est ce qui est déjà le cas dans l'e-sport, on est dans un milieu extrêmement compétitif où on ne récompense que les gens qui gagnent. Tous ceux qui perdent sont éliminés. Vous imaginez bien que pour le bien-être, il y a meilleur comme environnement. Et pourtant, j'ai choisi de vivre de m'épanouir dans cet environnement-là. Et du coup, je devais développer une certaine capacité à voir les choses, une certaine façon de voir les choses
pour me permettre de m'épanouir dans un environnement aussi hostile. Et quand est-ce que j'ai appris à faire ça? Quand j'ai accepté d'être le problème. Quand j'ai accepté que c'était à moi de trouver la solution. Et quand je suis devenu responsable, j'ai commencé à développer toutes les capacités dont j'avais besoin. J'ai commencé à développer tout le mental dont j'avais besoin, tous les outils dont j'avais besoin pour justement m'épanouir dans un environnement hostile. Et puis, quand j'ai commencé à prendre du recul, je me suis rendu compte que cet environnement un peu toxique qu'est l'e-sport, on retrouve le même maintenant dans la société. On est tous un petit peu en compétition. Il n'y a plus de, il y a plus de liberté. On ne peut plus, on va dire, vivre notre vie différemment sans qu'un trou du cul vienne nous faire la remarque que on ne devrait pas faire ça comme ça, on ne devrait pas, à notre âge, on ne devrait plus faire ci, on ne devrait plus faire ça. Et en fait, on se rend compte que les gens suivent des règles imaginaires, et c'est ça en fait qui les empêche d'être heureux. Donc voilà tout ce que j'ai appris avec ces 500 premières vidéos. Voilà ce que j'ai noté dans mon calepin, voilà ce que j'ai noté dans mon carnet de bord. J'ai hâte d'arriver à 1000 vidéos, et je vous dirai ce que j'ai appris. Et je vous conseille vraiment de faire cet exercice vous aussi, parce que vous vous doutez bien que si je n'avais pas noté tout ça, je ne serais pas en train de m'en souvenir, je ne serais pas en train de me dire « Qu'est-ce que je suis content de l'avoir fait ?» Et ce que je note aussi en fait dans mes vidéos, c'est que j'arrête pas de vous dire trouvez le moyen de vous récompenser. Trouvez le moyen en fait de marquer le coup. Trouvez le moyen de, on va dire, de vous dire je suis fier de ce que j'ai accompli. Cette vidéo, pour moi, c'est ça, c'est ma récompense. Évidemment, je ne vais pas m'amuser à me récompenser à chaque fois en faisant une vidéo d'1 heure, mais de la même façon, vous n'allez pas vous récompenser à chaque fois en allant faire un resto, faire la fête ou je ne sais quoi encore. Se récompenser, c'est aussi juste avoir ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment de réalisation, juste après avoir fait quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose qui était important pour vous, voire même quelque chose qui était banal pour vous. Quand je fais tous les jours 5 vidéos, 5 shorts et une vidéo, je me récompense à chaque fois, même si c'est quelque chose que je fais tous les jours. Pourquoi est-ce que je le fais? Parce que je veux dire à mon cerveau, c'est ça que je veux pour mon avenir. Et mon cerveau, il comprend qu'une seule chose, du plaisir ou éviter la souffrance. Tout ce qui m'apporte du plaisir, il va le renforcer. Alors à chaque fois que je vais faire des vidéos, à chaque fois que je vais tourner, à chaque fois qu'il va faire beau comme ça, je me dis qu'est-ce que j'ai de la chance. Qu'est-ce que j'ai de la chance de pouvoir partager ce que j'ai appris, on va dire à travers cette aventure, et de pouvoir avoir une audience pour partager justement ce que j'ai appris. Allez, bon courage à vous, amusez-vous bien. Moi, je vais profiter un peu de la journée et je upload cette vidéo demain.